En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'académicien Jean-Marie Rouard. Il nous parlera de son nouveau roman, La maîtresse italienne, qui paraît en tout début d'année chez Gallimard. La maîtresse italienne, c'est la comtesse Mignacci, qui a joué un rôle dans l'évasion épique de Napoléon. Nous évoquerons justement avec Jean-Marie Rouard le mythe Napoléon. Pourquoi continue-t-il de fasciner? Pourquoi est-il également décrié? Jean-Marie Rouard est également signataire d'une tribune dans le Figaro qui est parue cette semaine en défense de Gérard Depardieu, alors que l'acteur est au cœur de la tourmente à la suite d'accusations de viol, mais aussi de propos graveleux jugés inacceptables, notamment par la ministre de la Culture. Sous couvert de féminisme, assiste-t-on au retour de la censure? Quelle place pour la littérature dans notre époque de politiquement correct? La langue française elle-même est-elle menacée? Tout de suite les réponses de Jean-Marie Rouard en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Marie Rouard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir pour clôturer l'année. C'est une belle émission, une belle dernière émission de l'année. Vous sortez le 3 janvier un nouveau roman, La maîtresse italienne. Il est question notamment de Napoléon. Vous avez une théorie sur son évasion de l'île d'Elbe. C'est vraiment un roman passionnant et rocambolesque et qui fascinera, je pense, que tous ceux qui apprécient Napoléon. Mais tout d'abord, je voulais vous interroger sur l'actualité. Vous avez signé cette semaine dans le Figaro une tribune qui a fait beaucoup de bruit en défense de Gérard Depardieu, notamment après que la ministre de la Culture ait voulu lui retirer sa Légion d'honneur. Pourquoi avez-vous signé cette tribune ? Écoutez, c'est vraiment du bon sens. Et d'ailleurs, je suis très content de m'aligner sur la position du président de la République, qui, je trouve, a eu des paroles très sages. Si on commence à mêler le comportement personnel des artistes, et si on commence à le mêler au jugement qu'on peut avoir sur eux, on rentre, si vous voulez, dans des malentendus. Regardez dans notre histoire, quelqu'un comme Verlaine. Verlaine était un immense poète, mais un homme épouvantable. Il avait jeté son enfant contre un mur. Donc, en ce qui concerne... Il s'agissait de la Légion d'honneur. On n'est peut-être pas obligé de lui donner la Légion d'honneur à ce moment-là. Non, mais vous savez, la Légion d'honneur... elle a été faite par Napoléon, pas seulement pour le récompenser le mérite militaire, mais pour des gens qui honoraient la France. Eh bien, on peut dire que je suis d'accord avec le président Macron, son talent honore la France. Que l'homme ait des défauts, qu'il ait des faiblesses, vous savez, il faudrait arrêter de juger les autres. Il faudrait plutôt essayer de les comprendre. Moi, je trouve que c'est un grand artiste, et je le défends comme grand artiste. Ensuite, à la justice de faire son travail. Voilà. Et puis, peut-être qu'on découvrira que finalement, il était beaucoup moins coupable qu'on le pensait. Et que Mais la chasse à l'homme, pour reprendre l'expression du président de la République, moi, c'est quelque chose qui me dégoûte. Et je trouve qu'un écrivain est fait pour comprendre. Il n'est pas fait forcément pour excuser, mais en tout cas pour comprendre, contextualiser et être du côté de ceux qui créent. Parce que les gens qui créent, ils embellissent la vie. Et justement, effectivement, il faudra laisser faire la justice pour s'il y a viol ou pas, ça change la nature de l'affaire. Mais là, effectivement, on s'emporte pour des propos graveleux qu'on peut trouver extrêmement vulgaires. Mais est-ce que ça révèle pas qu'on est dans une période de politiquement correct et de censure incroyable? Toutes les époques ont eu leurs défauts. Croyez-vous que le procureur Pinard, qui voulait faire interdire Madame Bovary, que même procureur Pinard, qui a également
attaquer les fleurs du mal, qui aujourd'hui ont les étudiants en classe. Donc, vous savez, il faut se méfier. La pudibonderie a toujours existé, et elle a existé dans la République, parce qu'on croit que c'est l'effet de l'Ancien Régime, et l'Ancien Régime était beaucoup plus ouvert. Étrangement, regardez le 18e, vous avez très peu de procès en pudibonderie. Ouais. Alors, libertin, notamment. Voilà, donc il y avait une acceptation des femmes nues que vous n'aurez plus, regardez, avec l'impressionnisme, avec le déjeuner sur l'herbe de Manet. Donc, il faut se méfier. Vous savez, la moralisation, ça appartient à tous les pays. Regardez aux États-Unis. Oui, justement, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on pensait qu'on était dans une époque de libération, et on voit un retour du puritanisme, finalement. Un excès des deux, parce que vous avez venu du camp qui est censé être le plus libéral de... Vous avez la pornographie partout. Mais c'est ça. C'est ça qui est étonnant. Par la pornographie, et en même temps, il y a la pudibonderie. Mais ça, c'est vraiment une époque qui est cul par-dessus tête, qui est une époque... c'est le cas de le dire. Oui. Jean-Marie Roy. Non, pardon, je vous laisse finir là, votre phrase. Donc c'est une époque... Non. Mais c'est l'incohérence de notre époque. Mais toutes les époques ont été un peu incohérentes. Il faudrait pas aussi se dire que nous sommes dans la pire des époques. Je crois qu'il y a eu des époques, en effet, mais tout ce qui va dans le sens de mêler le comportement des artistes ou leurs opinions et leur œuvre, je trouve que c'est lamentable. Justement, en tant que créateur, est-ce que malgré tout, vous êtes inquiet pour la culture, parce qu'il y a le cas de Depardieu, mais au-delà du cas de Depardieu, effectivement, certains veulent décrocher les tableaux de Gauguin des musées parce qu'il était avec une jeune vainée de 14 ans, d'autres veulent réécrire certains livres parce que les propos ne sont pas politiquement corrects. Bientôt, on s'en prendra à Molière qui avait une femme de 20 ans de moins que lui. Donc, est-ce que ça, c'est particulièrement inquiétant malgré tout pour la liberté de créer? Bien sûr, c'est surtout ridicule. Ça nous vient d'Amérique. C'est ce puritanisme qui touche des choses, qui touche l'art. Moi, je crois que l'art a apporté à l'humanité une compréhension extraordinaire et un embellissement de la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. C'est en cela que nous avons besoin de l'art. Et en plus, je dirais que l'art défend la loi naturelle contre la loi sociale. Donc c'est profondément, en plus de la beauté, vraiment c'est une vérité éternelle. Et donc tout ce qui peut vraiment contraindre l'art, l'empêcher d'être libre, pour moi, c'est condamnable et c'est ridicule. C'est intéressant parce qu'on a un académicien qui est incroyablement rock'n'roll. On dit parfois que les académiciens sont conformistes, mais en fait, non, pas du tout, Jean-Marie Roy. C'est-à-dire, je suis pour la liberté totale, et j'ai horreur des gens qui jugent facilement, qui jugent moralement. Vous êtes le seul académicien à avoir signé cette tribune, je crois, Jean-Marie Roy. Je pense que beaucoup d'autres, si on leur avait présenté, l'auraient signé également. Vous savez, mais j'ai signé. Vous savez, moi, je n'ai pas peur du qu'en dira-t-on. Je me suis battu pour Omar Haddad. J'ai d'ailleurs été condamné. Et d'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec ma Légion d'honneur parce qu'on voulait me la retirer, parce que j'avais été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts. Mais, si vous voulez, je crois que il faut pas tenir compte de la société. Les avis de la société changent tout le temps. Et c'est ça qui est bien dans l'art. C'est que l'art cherche l'homme éternel. L'homme éternel qui veut être libre et qui veut justement satisfaire ses aspirations profondes, les aspirations humaines, contre les dictats de la société. Merci Jean-Marie Roy. On va faire une courte pause et on va parler, je vous sens trépigner de votre livre, La maîtresse italienne, un livre qui rend hommage à la beauté des femmes, justement. À tout de suite avec Jean-Marie Roy, en toute vérité sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Marie Rouard, l'écrivain et académicien. Nous fait le plaisir de venir pour cette dernière émission de l'année avant une nouvelle saison d'En toute vérité. Il vient nous parler de son nouveau livre, La maîtresse italienne, qui paraît le 3 janvier aux éditions Gallimard. Livre autour de la figure de Napoléon, mais on parlait également avant
Avant la pause de la culture, Jean-Marie Roy a également signé une tribune pour défendre Gérard Depardieu. Ça fait partie de vos combats. Pour une fois, vous étiez en accord avec le président de la République, Jean-Marie Roy, mais c'est pas toujours le cas. Vous avez également signé d'autres tribunes dans le Figaro également pour dire qu'il se moquait un peu du monde en matière de défense de la langue française. Oui, moi, j'admire assez le président de la République. C'est un homme très intelligent, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, en effet, j'avais fait une tribune dans laquelle j'attaquais Villers-Cotterêts parce que je lui reproche d'avoir développé le franglais avec Choose France, avec Startup Nation. Enfin voilà, de n'avoir rien fait pour sauvegarder ce chef-d'œuvre en péril qui est la langue française. Voilà, moi je me bats pour la langue française. C'était quand même une belle initiative, un musée à Villers-Cotterêts. Non, à mon avis, c'est une opération de communication qui ne servira strictement à rien et qui plombera les budgets culturels dans le monde entier, les instituts culturels. Voilà. Donc c'est une erreur. Oui, parce qu'on met de l'argent sur ce musée-là, mais on en enlève aux instituts culturels. Si on veut servir la langue française, qu'on cesse de parler en franglais. On est en train de tuer la langue française. Et alors on dit que je suis pessimiste, mais que dans 20 ans, la langue française telle que nous l'avons connue, et qui ressemblait à celle que parlait Voltaire, enfin pour les meilleurs d'entre nous, celle que parlait Chateaubriand, eh bien aura disparu. Ça sera une langue morte. Alors on l'étudiera comme le grec ancien. Alors on dira, quelle belle langue. Mais les gens parleront, regardez maintenant comme c'est incompréhensible. Les gens en matière économique, et même les journalistes, regardez comme le live. Est-ce qu'on a besoin du live? Est-ce que le direct, c'était pas mieux? Enfin, c'est invraisemblable. Et la syntaxe, Sorbonne Université, au lieu d'université de la Sorbonne. Non, c'est un scandale qui choque beaucoup d'écrivains. Et je dois dire, dont l'Académie ne se révolte pas assez. Moi, je hurle à la mort, mais je dois dire, je suis dans une grande solitude. Vous êtes un peu seul. Je crois que pour en revenir à Villers-Cotterêts, vous expliquiez dans cette tribune que la lettre de mission était justement le plurilinguisme, que le fondement de la langue française était le plus plurilinguisme. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est-à-dire que je crois que ça tient à une conception, si vous voulez, on dit que la langue française est une langue parmi d'autres. Mais ce qui est intéressant, ce sont les langues en général. Eh bien moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la langue française, alors on va dire que c'est pas parce que je suis franchouillard, c'est parce que je suis pour l'universalisme de la langue française. Et que la langue française, à laquelle je suis attaché, c'est ce que disait De Gaulle, c'est l'idée de la France. Cette langue française véhicule toute une tradition extraordinaire de grandes œuvres, d'œuvres magnifiques, mais aussi la vérité par la beauté. Et il y a un contenu moral dans la langue française. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la France a occupé une telle place dans le monde? Parce que justement, il y a une civilisation française, et cette civilisation, qui est une civilisation de tolérance. Alors bien sûr, elle n'a pas toujours été tolérante, la France. Mais c'est extraordinaire de se dire que depuis toujours, la France est apparue comme le pays de la liberté. Et cette liberté, contrairement à ce qu'on pense M. Darmanin, elle ne remonte pas à 1789, elle est de 1315, par un édit du roi de l'époque, qui était Louis le Pieux, je crois, qui est le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. 1315. Donc, ces idées de liberté, ils ont été véhiculées par la langue française, et c'est en cela que je suis attaché à cette langue pour les valeurs qu'elle transporte. Vous attaquez au franglais. On peut qu'être d'accord avec vous, mais j'ai presque l'impression que c'est pas qu'on a d'autres menaces peut-être encore plus inquiétantes pour la langue française. Je dirais le sabir technocratique, dont le président de la République d'ailleurs est un fervent adepte, si je puis me permettre, mais la classe politique en général, et puis la volonté de féminiser la langue, mais en allant jusqu'à l'écriture inclusive. On a l'impression, vous parliez d'une langue de liberté, on a l'impression que certains veulent faire entrer le politiquement correct, justement, jusque dans la langue. Oui, mais l'écriture inclusive, il y a eu des réactions. Le président de la République s'est exprimé, justement, à Villers-Cotterêts. Donc, là-dessus, on va dans le bon sens. Mais en ce qui concerne le franglais, vous n'avez aucune réaction. Au contraire, il y a une forme d'abaissement. On rentre dans une civilisation, pour reprendre l'expression de Régis Debray,
nous devenons des gallo-ricains. Et le président de la République, certes, s'est exprimé sur l'écriture inclusive, mais c'est quand même un grand adepte du celles et ceux. Vous trouvez ça joli? C'est pas, on va pas faire l'émission là-dessus, mais ça m'amuse de vous poser la question. Celles et ceux, pour tout le monde sait, enfin, beaucoup de gens savent, quelques personnes savent, qu'il suffirait de dire français. Français, ça comprend. Le général de Gaulle disait française, c'était joli. Mais le général de Gaulle le disait aussi déjà. Vous voyez, alors qu'il aurait pu dire. Oui, il disait française. C'était quand même plus joli que celles et ceux, quoi. Oui, mais enfin, disons, ça, c'est les politiques. Ils ont besoin de mettre les points sur les i. Voilà. Mais disons, c'est vrai que. D'ailleurs, vous dites le musée de l'homme, il n'a pas encore été débaptisé, musée de l'homme et de la femme. Non, pas encore. Ne leur donnez pas des idées, s'il vous plaît, Jean-Marie Roy. On va parler de votre livre, du coup, sans transition, la maîtresse italienne. Sans transition, oui et non, puisque vous rendez honneur à la langue française, Jean-Marie Roy. La maîtresse italienne, histoire de cette comtesse Mignacci qui est au cœur de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Vous nous faites des révélations historiques ce matin, Jean-Marie Roy. Je dois dire, là, c'est pour la première fois, j'ai écrit pas mal de romans et des livres d'histoire, mais pour la première fois, je crois que j'apporte quelque chose qui n'avait pas été vu par les historiens, ou plutôt, je ne suis pas un concurrent des historiens, je suis un complément des historiens, puisque ça n'avait pas intéressé les historiens qu'une femme ait servi à ce point l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Parce que, disons, il s'intéresse plus aux grandes batailles, et voilà. Et moi, j'avais vu ce personnage qui a réellement existé, et cette femme était la maîtresse du colonel Campbell. Le colonel Campbell, c'était un peu le geôlier que les Anglais avaient adressé à Napoléon à l'île d'Elbe, qui était chargé de le surveiller. Et puis, il a commencé par faire son travail, très admiratif de Napoléon, et puis il a eu, pour son malheur, il est allé à Florence, qui était juste à côté, pas très loin de l'île d'Elbe, et là il est tombé sur cette femme dont on ne sait pas grand-chose. Et c'est là la partie romanesque de mon livre, puisque je dois dire, j'ai inventé, c'est parce qu'il y avait rien. Mais tout le reste, tout le contexte, c'est-à-dire le congrès de Vienne que j'étudie, parce que Napoléon était au centre de tout. Il était au centre du congrès de Vienne, où on était en train de disons, réformer l'Europe, de la transformer, de vouloir la remettre sur les rails de la légitimité et d'éviter tous les poisons de la Révolution. Et ce congrès de Vienne, en lui-même, il est très amusant, parce que vous avez le ministre de la Police, qui s'appelait M. Agère, et qui notait toutes les frasques, parce que les gens du congrès de Vienne, tous ces ministres et tous ces chefs d'État, eh bien, ils passaient des journées très studieuses, mais le soir, ils s'envoyaient en l'air, absolument, c'était invraisemblable, le nombre de courtisanes. L'esprit de la Révolution avait pénétré le congrès de Vienne, finalement. Non, c'est l'esprit du 18e. Oui, remarquez, c'est vrai, puisque Robespierre était moins libertin, oui, effectivement. Et Talleyrand, qui était à l'hôtel Kaunitz, magnifique hôtel, toujours avec énormément de domesticité, eh bien, avait une jeune maîtresse, qui était sa nièce, la duchesse de Dino, et ils avaient, alors là encore, on va faire bondir, parce que il avait 40 ans de différence d'âge avec elle. Il avait 61 ans, elle en avait 21. Et non seulement elle était sa maîtresse, mais en plus elle le trompait, elle avait 4 amants. Enfin, c'était pas du tout, disons, dans les mœurs d'aujourd'hui, dans les mœurs admises d'aujourd'hui. Mais c'est passionnant, et tous ces gens-là n'avaient qu'une obsession, c'était Napoléon. Napoléon à l'île d'Elbe, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et lui-même observait ce qui se passait au congrès de Vienne, parce que s'il y a une guerre, parce qu'à un moment, il a été question d'une guerre entre l'Autriche et la Russie. À ce moment-là, on aurait eu besoin de lui. Vous voyez, et puis, à la fin, quand il a vu que, en effet, le congrès de Vienne s'était entendu, et pour vraiment assurer la légitimité, à ce moment-là, il a décidé de partir. Mais il n'a pu partir que parce que, au moment où le colonel Campbell était avec sa maîtresse.
Maîtresse, oui, que vous décrivez comme jeune, légère, belle. Vous aimez les femmes, Jean-Marie Roy. Est-ce que vous êtes inspiré finalement, comme on en sait très peu, de vos propres maîtresses, si je peux me permettre? Alors, une bonne question. Écoutez, je ne veux pas dire, moi, j'ai d'abord, il y a une femme que j'ai adorée, c'est ma mère. Oui. Et quand on a aimé sa mère, forcément, on a une conception de la femme qui est peut-être plus douce, plus tendre, parce que j'avais une mère en plus merveilleuse. Mais ma position vis-à-vis des femmes, ça m'a amené en effet, à aimer tout le romanesque de l'amour. Parce que c'est formidable, à rencontrer une femme dans l'autobus, et puis savoir qui elle est, découvrir son univers, sa grand-mère, ses parents. C'est un univers, c'est un roman. Et comme j'aime beaucoup le roman, c'est vrai que j'ai aimé aussi le roman réel de la vie amoureuse. Mais par rapport à Depardieu, si vous voulez, moi, j'ai cette conception dans la galanterie, j'ai cette conception en effet dans une forme de raffinement chevaleresque. Je crois que c'est formidable. La chevalerie a été un grand progrès par rapport à la barbarie du Moyen Âge, du premier Moyen Âge. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est d'Alfred de Vigny, qui aimait, lui aussi, il adorait les femmes, et il disait: après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Eh bien, c'est ce qui m'a amené, vous voyez, à me battre en faveur des prostituées, parce que je considère que vraiment le malheur du malheur, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Et je ne dis pas que je sois contre moralement, je suis contre socialement. Parce que c'est pour ça que l'ONU avait condamné la prostitution et le mal qui l'accompagne. Voilà. Eh bien, les prostituées, pour moi, c'est le summum de la misère humaine et de la misère des femmes. Merci Jean-Marie Roy. On se retrouve après une courte pause. On continue de parler de votre maîtresse italienne, ou plutôt celle du général Campbell. Et puis on parle de Napoléon, puisqu'il est au cœur de votre livre. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, avec Jean-Marie Roy. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Marie Roy, académicien, grand écrivain qui sort un nouveau livre, La maîtresse italienne, autour de la comtesse Mignacci, qui était au cœur de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe, parce qu'elle a séduit notamment son geôlier, le colonel Campbell, ce que nous expliquait Jean-Marie Roy. Avec la pause, c'est aussi un personnage romanesque, cette comtesse, comme les aime Jean-Marie Roy. Il nous faisait cette confession qu'il aimait beaucoup les femmes. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aimer les femmes de la même manière dans la littérature? Est-ce que finalement un certain féministe n'est pas devenu le pire ennemi des femmes et de la littérature, Jean-Marie Roy? Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature, c'est la liberté. Et dans la vie aussi, la liberté. Eh bien, moi, je n'en tiens pas compte. J'essaie de vivre avec un sentiment d'être l'homme universel dans tous les pays, parce que je pense qu'on aime son enfant, on aime sa femme, aussi bien en Chine qu'au Japon, qu'à l'autre bout du monde, et aussi dans le temps. Vous savez, quand vous lisez ce qui se passait à l'époque de la Grèce antique ou à l'époque de Rome, eh bien, les grands sentiments, c'était les mêmes. Eh bien, on souffrait quand son enfant était malade, quand on était trompé, on souffrait également. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas croire dans notre progressisme que nous avons complètement évolué, que nous sommes très différents. Non. Les sentiments sont éternels, et les grands sentiments qui nous, à la fois nous donnent du bonheur ou nous font souffrir, sont éternels. Et alors, le colonel Campbell, est-ce qu'il souffre de son amour pour la comtesse Mignacci? Et est-ce qu'il y a un complot dans l'air où vous avez fait parler votre imagination d'écrivain? Parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mais on sait effectivement que Napoléon a réussi à s'évader. La comtesse n'y était pas pour rien. Alors, c'est la question que je me suis posée. Mais personne ne peut y répondre, parce que même à Florence, il y a très peu de documentation sur elle. Alors, il est possible qu'elle ait été téléguidée
par Pauline Bonaparte, puisque Pauline Bonaparte a dit si le nez de la comtesse Mignacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. Parce que l'évasion de l'île d'Elbe, ça a été colossal, parce que c'est ce qui a amené la reconquête, les 100 jours, et puis Waterloo. Et effectivement, il y a les conséquences sur l'Europe tout entière. Et on se penche beaucoup plus. Tout ça est parti d'une histoire d'amour. Alors. Voilà. Et on se penche beaucoup plus sur les 100 jours, c'est la reconquête de la France par un seul homme, que sur cette période tout aussi extraordinaire, c'est-à-dire l'évasion. L'évasion est invraisemblable. Il y avait toutes les raisons d'échouer. Et pourtant, il réussit. Ça se passe comment ? Racontez-nous ça. Racontez-nous l'évasion de Napoléon. On va parler tout à l'heure du film de Ridley Scott. Ouais. Elle n'y est pas du tout. Il se dit, tiens, je reviens, et puis on le voit revenir, mais ça a l'air très simple. Vous savez, toute la vie de Napoléon est entourée de miracles. Il l'a dit. Nous naissons, nous vivons, nous mourons dans le merveilleux. Mais il a tout à fait raison. Et c'est extraordinaire. Et donc, son évasion de l'île d'Elbe, c'est un miracle. Sa reconquête de la France, c'est un miracle. Mais tout dans sa vie est miraculeux. C'est un homme qui a la baraka. Enfin, la baraka, il est protégé. Et donc, ça se passe comment ? Alors, vous me donnez ça rocambolesque comme l'évasion. Il attend patiemment que Campbell aille retrouver sa maîtresse. Et il fait exprès, il organise une fête pour l'inviter. Il voit bien que Campbell ne viendra pas à sa fête voilà. Donc, il se dit, la voie est libre. Et il quitte donc l'île d'Elbe avec 1300 soldats. Et la vieille garde. Et là, il y a un phénomène tout à fait inouï. Il est sur son bateau. Et au moment de sortir de la rade de Porto-Ferraio, eh bien, le vent tombe. Il n'y a plus de vent. Alors, vous imaginez l'angoisse. Eh bien, lui va se coucher. Il va dormir. Et à 1h du matin, le vent se lève. Et voilà. Et la flotte peut partir. Il est convaincu de son destin. C'est extraordinaire. C'est un homme. Et ça, c'est peut-être ce que n'a pas vu Ridley Scott. C'est un homme qui sent. Il l'avait dit d'ailleurs. La balle qui me tuera sera faite pour moi. C'est-à-dire, vraiment, il a toujours eu ce sentiment de son invincibilité parce que il était protégé il y avait une protection dans les astres. Une protection divine, d'une certaine manière, même si c'était aussi un enfant de la Révolution. On va en venir au film de Ridley Scott et à la figure de Napoléon de manière plus générale, mais restons sur votre livre, votre histoire. Donc, l'histoire d'amour avec le colonel Campbell, c'est une histoire d'amour sincère ou c'est une grande manipulation ? Parce que les femmes peuvent être belles, légères, mais elles peuvent aussi être manipulatrices. On l'oublie, comme les hommes d'ailleurs. Ce qui est merveilleux avec les femmes, comme avec les hommes, c'est qu'on ne sait jamais. Alors c'était peut-être intéressé, c'était peut-être simplement de la séduction, parce que c'est un beau garçon. On ne sait pas. C'était peut-être une courtisane, amoureuse. Il y en a eu beaucoup, et comme des noms de l'enclos. Donc, les raisons qui ont poussé cette femme à avoir cette liaison avec cet homme, moi, j'ai imaginé qu'elle avait beaucoup souffrir, parce que son attachement, en général, les femmes tiennent plus les hommes parce qu'elles ne leur donnent pas que parce qu'elles leur donnent. Je vous rejoins là-dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est peut-être un peu une expérience personnelle. Voilà, on en parlera au déjeuner après cette interview, Jean-Marie Roy. Très plaisanterie mise à part. Donc votre livre évoque aussi cette figure de Napoléon. On va en parler. Non, j'ai perdu le fil. Je voulais vous interroger sur les îles. Est-ce que vous avez été sur l'île d'Elbe pour écrire ce roman? Et où est-ce que vous écrivez habituellement? Est-ce que vous écrivez chez vous? Moi, ça m'intéresse de savoir où écrivent j'écris. J'ai une maison en face de l'île d'Elbe, en Corse, près d'Erbalunga, et je vois l'île d'Elbe tous les jours. Donc, c'est pas la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est amusant, bien sûr, je suis allé à l'île d'Elbe, mais parce que Napoléon a toujours occupé une place dans ma vie depuis que j'ai 18 ans. J'avais raconté, et il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie parce que j'ai lu à ce moment-là, j'échouais dans tous les domaines. C'était effrayant, j'étais un mauvais élève. Je ratais mon bac, ma petite amie me quittait. Enfin, c'était effroyable. Et à ce moment-là,
j'ai découvert Napoléon, j'ai découvert qu'il avait souffert des mêmes problèmes que moi. C'est sa petite amie le trompait, comme Joséphine. Il avait tout raté au début, il a tout raté. Et puis, finalement, il s'en est sorti. Et donc, ça m'a donné des vitamines de courage. Et je recommande à tous les adolescents de lire le Mémorial de Sainte-Hélène et de lire tous les textes concernant Napoléon. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand on a une vie difficile, et tous les adolescents ont une vie difficile, et les adolescentes, et on se rend compte que cet homme a vraiment une endurance et il a été construit par l'échec. Parce que il faut pas que l'échec, la pire des choses, c'est que l'échec vous détruise. Mais l'échec peut être un élément, justement, de se renforcer, de renforcer son caractère et son âme. Vous avez connu beaucoup d'échecs, vous, à part quand vous aviez 18 ans. Que ça. Qu'est-ce qui a renforcé votre... Comment deviens-tu académicien, Jean-Marie Roy ? Mais d'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai échoué 4 fois à l'académie avant d'être élu. Et quand j'ai été élu, on s'était beaucoup moqué de moi, ce qui est normal, parce que c'est un peu ridicule de se présenter à l'académie. Et on m'a dit, alors vous êtes heureux ? Un journaliste m'a dit ça, vous êtes heureux ? J'ai dit non, je suis inquiet. Mais pourquoi êtes-vous inquiet ? Je suis inquiet. J'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Balzac n'avait eu que 2 voix. Et il s'était présenté plusieurs fois, je crois. 3 fois, ouais. Bah, voilà, vous avez eu plus de voix, mais vous êtes présenté plus de fois, donc ça ne compte pas, Jean-Marie Roy. Donc oui, cette figure inspirante de Napoléon et qui continue à inspirer jusqu'au cinéma américain avec cette nouvelle version de Napoléon, film américain réalisé par un Anglais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je ne suis pas aussi sévère que les grands spécialistes de Napoléon. Moi, je trouve... C'est un film, et forcément, c'est une adaptation, un peu avec des gros sabots. Mais il y a de belles... je trouve que les batailles sont très bien rendues. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point on ne peut pas abîmer Napoléon. C'est-à-dire que on a beau faire des films, en effet, il y a des scènes d'amour un peu des scènes de sexe même un peu ridicules, mais on ne peut pas abîmer Napoléon parce que il y a une telle force dans sa légende. Et vous remarquerez que les gens qui ont été très critiques sur ce film, au fond, c'est parce que ce film, ils avaient l'impression que ça abîmait leur image de Napoléon. Et là, c'est passionnant de se dire que les Français, en fond, sont restés terriblement attachés à Napoléon. Les seuls qui ne soient pas attachés à Napoléon, bizarrement, et je vais encore le citer, c'est M. Darmanin qui préfère la Révolution. Mais qu'est-ce que c'est que la Révolution ? Mais c'est atroce. La Révolution, c'est une sorte de Hamas. Ce sont des terroristes épouvantables qui égorgent... Non, mais... En 93, et la Bastille, la prise de la Bastille... Et en même temps, Napoléon est quand même l'héritier de la Révolution. On les a découpés en morceaux. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faudrait... Je suggère ça aux membres du gouvernement et à M. Macron, qui est maintenant en recherche d'idées, j'ai l'impression. Eh bien, il faudrait revenir à Napoléon, qui lui a tiré le meilleur de la Révolution, c'est-à-dire les grands principes, et surtout le principe du mérite. Voilà, du mérite. Parce que la liberté, comme je l'ai dit, c'était plus ancien. Mais ce mérite, et ça, on devrait honorer Napoléon. Alors que, vous pouvez remarquer, Macron a fait un discours sur Napoléon, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, pour l'anniversaire. Pour le bicentenaire. Oui, pour le bicentenaire. Mais que depuis Pompidou et De Gaulle, personne n'avait évoqué Napoléon. C'est-à-dire que c'est le pestiféré, Napoléon. Alors qu'en réalité, c'est le constructeur de la France moderne. Mais vous voyez, ce film, ça a ravivé, au fond, notre passion très profonde pour Napoléon. Et De Gaulle, dans un entretien avec André Malraux, disait, mais vous savez, si tant de gens sont venus me rejoindre à Londres, c'est à cause de Napoléon. Parce qu'il leur a donné une idée de la France, une France immense, pour laquelle rien n'est impossible. Merci Jean-Marie Roy. On va faire une dernière pause avant la dernière partie de cette émission. On continue à parler de Napoléon. On fera peut-être aussi un bilan de l'année avec vous, parce que vous êtes aussi un fervent observateur du monde politique. Et puis on se projettera vers l'année 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Roy.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Marie Rouard qui nous parle de son nouveau livre La maîtresse italienne qui paraît le 3 janvier aux éditions Gallimard, livre autour de l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. On parlait de cette figure mythique, on parlait du fameux film de Ridley Scott qui a beaucoup divisé. Jean-Marie Rouard, vous nous disiez avant la pause que parlait assez peu finalement de Napoléon, qu'au moment du bicentenaire, Emmanuel Macron avait fait un discours, mais enfin il n'en a pas fait trop non plus. Pourquoi cette légende noire autour de Napoléon? Est-ce que ce film ne contribue pas aussi à l'entretenir finalement? Est-ce que c'est pas la vision d'un Anglais de la France et que Napoléon est présenté comme un petit dictateur impérialiste? Et du reste, effectivement, les campagnes napoléoniennes ont fait beaucoup de morts. Il est populaire en France, mais pas toujours en Europe. Est-ce qu'il y a plusieurs Napoléons aussi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Il est très populaire en Italie, normalement. En Russie, en Italie et même en Angleterre. Non, il est très populaire. Non, alors, attendez. Là, il faut revenir, il faut dire des choses justes. Mais vraiment, cette querelle sur les morts de l'époque napoléonienne, mais attendez, la République, la guerre de 14 a fait 1 500 000 morts. Donc, il ne faut pas lui jeter la pierre. Et lui, il faut voir. Moi, j'ai lu vraiment, parce que je m'intéresse à Napoléon depuis très longtemps, mais pas seulement à Napoléon, mais à tous les hommes qui l'ont servi, tous les généraux. Il faut voir leur mémoire. Ils sont tous, à la fin de leur vie, même quand ils ont perdu un bras ou une jambe, ils sont tous en admiration. Et ils disent que c'est la plus belle période de leur vie. Donc ils ont connu une aventure. Il faut bien voir que le fait militaire, le fait d'être soldat, ça n'avait pas le même sens en 1700, à partir de la Révolution, à partir de Napoléon. Oui, vous parliez du mérite. Vous pouviez devenir général, maréchal. Vous voyez, c'était extraordinaire. Là. Il faut voir à quel point tous ces hommes en ont été reconnaissants à Napoléon, au point que, quelques années plus tard, le neveu et les Français aussi. Donc, s'ils avaient été si malheureux, alors il n'y aurait pas eu de Napoléon III. Oui. En revanche, moi j'ai lu beaucoup de mémoires de soldats de la guerre de 14, Junger, Dreux-La Rochelle, c'est effroyable. C'est la guerre moderne, la guerre vraiment telle qu'on peut la voir maintenant en Ukraine ou dans d'autres pays, c'est effroyable. Vraiment, donc, Napoléon a laissé une légende parce que c'était une forme de guerre à la française, c'est cette guerre à la fois où il y a beaucoup de gloire et relativement peu de morts à chaque bataille. Vous voyez, et c'est une guerre d'aventure. Voilà, c'est une guerre romanesque. C'est pour ça que, vous savez, Napoléon est défendu moins par les historiens que par les écrivains. Regardez le nombre d'écrivains qui ont parlé de Napoléon, c'est extraordinaire. À commencer par Malraux, à commencer par... Vraiment, il y a une énorme... Léon Blois a écrit aussi. Donc, c'est une légende qui, je crois, il incarne pour les Français, il incarne la France. Il incarne la France. Et justement, malgré les mauvaises critiques, le film a été un succès. Est-ce que ça témoigne de l'appétit des Français pour Napoléon? Moi, je crois qu'ils se rendent bien compte que leurs gouvernements sont complètement hypocrites, qu'il n'y a pas une rue Napoléon à Paris. Non mais attendez, il y a une petite rue Bonaparte. Alors que partout, vous avez les avenues des maréchaux de l'Empire. Et puis ils se rendent bien compte que le Conseil d'État, enfin toutes les institutions viennent de Napoléon. Enfin, faut pas rigoler. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir à quel point nos grands hommes, comme De Gaulle, ont reconnu l'apport formidable de Napoléon. Justement, en parlant de grands hommes, est-ce que le succès de Napoléon, y compris aujourd'hui, vient peut-être de la nostalgie des grands hommes? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce que vous pourriez être inspiré en tant qu'écrivain par des hommes politiques contemporains? Alors, ça c'est une question très difficile. C'est sûr que les hommes politiques contemporains, d'abord, c'est très rare qu'ils aient une vision. D'abord parce qu'il y a l'Europe, il y a beaucoup de choses. C'est un ensemble, c'est une synthèse au fond. Il y a très peu d'hommes qui aient cette vision et qui aient compris, depuis De Gaulle, c'est vrai, et qui aient compris l'histoire de France. On a l'impression que
De Gaulle avait complètement intégré l'histoire de France, et d'ailleurs dans la très bonne biographie de Jean-Luc Barré, on le voit très bien, il avait une formidable culture. Et c'est pour ça que moi je suis, c'est vrai, attaché au général de Gaulle, même si je suis très critique sur le général de Gaulle, mais il avait une formidable culture et une vision. Je crois que peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, et on pourrait le dire aussi pour un homme très intelligent comme le président Macron, il lui manque singulièrement une vision. Et disons plutôt, il a une mauvaise vision, c'est-à-dire que... Et vous savez, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Les aventuriers du pouvoir », qui a paru juste avant son élection, sa première élection. Et j'annonçais que son principe du « en même temps » l'amènerait à l'échec et au succès de Marine Le Pen. C'est-à-dire, parce que j'avais vu l'expérience de Giscard d'Estaing, qui lui aussi était un peu dans le en même temps. C'est-à-dire que, vous savez, il faut prendre un parti. Moi, je trouve très bien qu'il y ait une gauche, très bien qu'il y ait une droite, mais pas en même temps. Voilà. Il faut choisir, sinon vous ne pouvez pas gouverner. Et c'est dommage, parce qu'on est en train de transformer, le président Macron est en train de transformer la Ve République, qui avait vraiment été un grand apport sur le plan politique, en Quatrième République, qui est quand même une catastrophe. On est dans une crise de régime, là, vous pensez Oui, complètement, puisque on voit bien l'impossibilité d'avoir une majorité avec le en même temps. C'est impossible. Or, le parti majoritaire dans la Ve République, c'était la clé de la Ve République. Vous avez dit qu'il était peut-être moins romanesque que d'autres personnages, mais est-ce que c'est pas un enfant de... Il a un côté romanesque par ailleurs, quand même. Qui manquait peut-être de vision par rapport à des grands personnages historiques. Est-ce que c'est pas le lot des hommes politiques de l'époque? Est-ce qu'aussi, on n'est pas dans une époque justement où il y a plus tellement d'aventures, quoi? On est dans la technocratie, on est dans le marché. Non, mais moi, c'est drôle parce que on est confiné quand il y a un virus. Avant son élection, je l'avais vu, nous avions parlé. D'ailleurs, nous nous croisons de temps en temps, on se parle. Et je lui avais dit, vous attachez trop d'importance à l'économie et pas assez au roman national. Et il me dit, c'est juste, il faudra qu'on se reparle. Puis on n'a jamais eu l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai, c'est ce qui lui manque. Et parce que sinon, il n'aurait pas dit des sottises sur l'histoire, l'absence de culture française, enfin, l'absence... Il a fait beaucoup d'erreurs historiques par méconnaissance, justement. C'est pas le reproche qu'on peut faire au général de Gaulle, mais vraiment, ou à Napoléon, qui était un homme qui avait une culture en profondeur de l'histoire de France. Donc, je crois que Macron, avec beaucoup de qualité, eh bien, il lui manque cette base fondamentale pour comprendre les Français. Il faut d'abord comprendre l'histoire de France. L'histoire de France. Je recevais il y a quelques semaines Franz-Olivier Gisbert qui, comme vous, a côtoyé plusieurs présidents de la République, qui a écrit son histoire intime de la Ve République et qui expliquait qu'à partir de Nicolas Sarkozy, c'était le toboggan, en quelque sorte, à partir même de Mitterrand, que c'était le début de la tragédie française. Est-ce que vous partagez ce point de vue et vous qui avez connu plusieurs présidents de la République, voilà, quels souvenirs gardez-vous avec eux? Est-ce que vous en avez une préférence pour les uns ou pour les autres? Écoutez, je vais tomber dans le défaut des écrivains, je vais être très personnel. Il se trouve que j'ai eu des liens très, très, très proches avec deux présidents. C'est surtout Mitterrand, très franchement, qui m'invitait très souvent avant son élection, puis m'invitait après. C'était son goût pour les écrivains de droite. Oui. Alors vraiment, c'est drôle, mais alors vraiment, on avait une entente formidable, alors que franchement, sa politique n'est pas du tout ma conception de la politique. Et puis Nicolas Sarkozy, avec lequel j'ai énormément de conversations littéraires sur Balzac, sur beaucoup de sujets. Donc, c'est une vision personnelle. Mais sur le plan de la politique, je ne peux pas dire que ce soit des hommes, ils ont commis des erreurs, mais ils sont dans des situations pas faciles aujourd'hui, puisqu'on est dans une crise de la démocratie. On a, en même temps... si vous me permettez cette expression, on a abîmé les institutions de la Ve. Le quinquennat est une sottise. On s'est arrangé pour finalement... ce qui est important en politique, c'est d'avoir une vision et les moyens pour mettre en œuvre cette vision. Eh bien, aujourd'hui... on n'a ni les moyens, ni la vision. Non, il n'y a rien. Alors, après, on s'étonne que ça aboutit
a vraiment une crise démocratique extrêmement grave. Ouais. Et en même temps, j'allais dire, si vous me permettez moi aussi cette expression, votre livre, et même pas que celui-ci, ce sont des livres d'amoureux de la France, si j'ose dire. Et vous savez, notamment en racontant le destin de Napoléon, une partie de son destin, que la France est une sorte de phénix. Donc voilà, on est dans la dernière émission de l'année, on se projette vers 2024. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste et est-ce que la France peut se relever encore une fois comme elle l'a fait souvent dans son histoire? Vous savez ce que disait Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Eh bien, l'amour de la France est aussi un amour malheureux. C'est vrai parce qu'il y a un tel idéal. Et cet idéal est si peu suivi de réalisation qu'on souffre. On souffre qu'un pays qui possède tant de choses, d'avantages, eh bien, soit malgré tout ça, un pays maintenant de plus en plus divisé et ce qu'on se croit souvent au bord de la guerre civile. Au bord de la guerre civile. Alors moi qui voulais que vous soyez optimiste, mais c'est pas la première fois qu'il l'a été. Oui, oui. Mais là, ce que je trouve terrible, ce sont les oppositions entre Français qui sont ravivées. Il y a un climat aujourd'hui, à la fois social et moral, qui est, à mon avis, qui est très pénible, et c'est pourquoi, donc, à travers la littérature, à travers la langue française, c'est ce qui réunit. La littérature, c'est ce qui réunit. Réunit sur un idéal qui vous dépasse. Eh bien, je crois que les gens devraient plus se pencher sur la littérature pour se réunir, puisque la religion, maintenant, c'est une forme de religion, la littérature. Eh bien, on va terminer là-dessus. Heureusement, il nous reste la littérature, il nous reste les livres de Jean-Marie Rouart. Lisez La maîtresse italienne, son dernier roman. Ça paraît le 3 janvier chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec les informations et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité.